En l'an 2006, un groupe de chirurgiens néerlandais, parmi les plus respectés du pays, a fait quelque chose d'inhabituel. Ils ont pris un scalpel, un vrai cadavre, et ils ont tenté de reproduire, geste pour geste, la dissection représentée dans l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de l'art. Ce qu'ils ont découvert sur la table d'autopsie n'avait rien à voir avec ce qu'ils attendaient. La main que Rembrandt avait peinte 4 siècles plus tôt ne pouvait tout simplement pas exister. Pas dans la nature, pas sur un corps humain. Et pourtant, cette anomalie était restée presque invisible au grand public, longtemps marginale dans les commentaires savants sur le tableau, comme un détail que personne n'avait jugé utile de regarder vraiment. Le tableau s'appelle « La leçon d'anatomie » du docteur Nicolai Stulp. 7 membres de la guilde se pressent autour d'un corps allongé sur une table. À droite, Tulpe domine le groupe, chapeau à large bord, pince chirurgicale à la main. Il soulève un faisceau de muscles et de tendons sur l'avant-bras gauche du défunt, tout en levant sa propre main gauche, comme s'il expliquait un mécanisme invisible. En bas à droite, un épais livre d'anatomie ouvert. Tout, dans cette composition, respire l'autorité scientifique, la rigueur, la vérité documentaire. On dirait une photographie avant l'invention de la photographie. Voilà l'image officielle. Un maître, des témoins, un corps et un livre. Mais la composition raconte déjà autre chose. Suivez les regards. Aucun des 8 hommes vivants ne descend vers la main ouverte. 2 d'entre eux fixent le livre. Un autre regarde directement le spectateur, brisant le 4e mur. D'autres encore regardent dans le vide, ou vers le visage du maître. Le visage du cadavre, lui, disparaît à moitié dans l'ombre, alors que les visages des vivants baignent dans une lumière presque théâtrale. Dans cette pièce peinte, personne ne semble vraiment regarder la mort en face. Et les 2 mains du corps racontent à elles seules 2 histoires opposées. L'une est ouverte, exposée à la lumière, disséquée sous nos yeux. L'autre paraît intacte, reposant tranquillement sur le drap blanc. Nous allons découvrir que la première est anatomiquement fausse et que la seconde cache peut-être la blessure la plus réelle de tout le tableau. Pour comprendre pourquoi une telle scène a pu être commandée et admirée, il faut se rappeler ce qu'était Amsterdam en cette année 1632. La ville vivait alors le sommet de ce qu'on appelle l'âge d'or néerlandais, en pleine guerre d'indépendance contre l'Espagne, mais déjà installée comme la place commerciale, scientifique et cartographique la plus puissante d'Europe. Dans cette ville de marchands, de cartographes et d'instruments de mesure, le corps humain, lui aussi, devenait peu à peu un territoire à ouvrir, décrire et administrer. René Descartes vivait alors aux Pays-Bas, formulant précisément cette séparation entre l'esprit et la matière qui rendait imaginable un corps traité comme un mécanisme, indépendamment de toute âme qui aurait pu l'habiter. Le corps de Kint, sur cette table, n'est déjà plus tout à fait un homme aux yeux de ceux qui l'entourent. C'est un mécanisme qu'on démonte devant témoins pour affirmer un savoir et un statut. Commençons par la main ouverte. Suivez la position du pouce. L'avant-bras exposé est gauche, mais l'orientation du pouce et le dos de la main correspondent à une main droite. Les 2 parties ne peuvent pas appartenir au même membre. Ce n'est pas une imprécision, c'est une impossibilité. On pourrait se dire qu'il s'agit d'une maladresse de jeunesse. Rembrandt avait 25 ans à peine lorsqu'il a peint cette toile, sa toute première grande commande institutionnelle à Amsterdam. Peut-être n'a-t-il eu accès au bras réel qu'un temps très court avant que la décomposition ne s'installe et a-t-il terminé le détail plus tard, dans son atelier, à partir d'une gravure d'atlas anatomique posée à plat sur la table. Copier une image imprimée sans corriger son orientation, l'erreur semble presque plausible. Presque. En 2006, le chirurgien Frank Hickma et ses collègues ont voulu vérifier cette hypothèse sur le terrain, littéralement. La reproduction du geste de Tulp sur un vrai avant-bras a d'abord montré que les insertions musculaires ne correspondaient pas à la position représentée. Puis les chercheurs ont isolé, du côté du petit doigt, une structure blanche difficile à identifier. Certains y voient un muscle rarissime, présent chez une infime minorité de la population. D'autres, une pure invention du peintre.
Mais le problème décisif concernait la main entière. Son orientation semblait provenir non du bras réellement disséqué ce jour-là, mais d'une image anatomique transposée depuis un livre. Certains chercheurs ont proposé qu'elle dérive d'une planche d'Atlas, possiblement liée à la tradition de Vésale. Rien ne le prouve avec certitude, mais la coïncidence, elle, est difficile à écarter. Avant de comprendre pourquoi cette main est là, il faut comprendre que toute la scène a déjà été reconstruite. Car cette dissection ne ressemble en rien à une vraie dissection publique du XVIIe siècle. Les protocoles anatomiques de l'époque contredisent la scène dès son point de départ. On commençait toujours par l'abdomen, puis le thorax, avant que la putréfaction n'altère les organes internes. Ouvrir d'abord l'avant-bras ne répondait donc à aucune nécessité médicale. Cela répondait à une image. Et cette image a un nom, Andreas Vésale, la figure fondatrice de l'anatomie moderne. Son traité De Humani Corporis Fabrica, publié en 1543, s'ouvre sur une gravure où l'anatomiste lui-même dissèque un bras. En choisissant cette scène précise, Rembrandt ne se contentait pas de documenter une opération. Il contribuait à présenter Tulpe comme l'héritier direct de ce fondateur, comme une sorte de Vésale amstélodamois. La composition oppose ainsi deux sources de connaissances, la page imprimée et la chair ouverte. Or, les regards se dirigent vers la page. Pour l'instant, ce n'est qu'un détail de mise en scène. Il deviendra peut-être, un peu plus tard, la clé de toute l'erreur anatomique. Avant Rembrandt, les portraits collectifs de dissection restaient statiques et presque cérémoniels. Des hommes alignés, immobiles, tous tournés vers le peintre, attendant patiemment d'être représentés. Les prédécesseurs de Tulpe dans ce même genre, comme Aert Peters au début du siècle, respectaient cette convention presque religieusement. Rembrandt, lui, brise l'alignement. Il resserre les 7 membres de la guilde en un groupe pyramidal, penché, réactif, comme surpris en plein mouvement, plutôt que posant pour la postérité. Cette rupture formelle n'est pas un simple exploit technique de jeunes peintres ambitieux. Elle transforme un document d'assemblée en une scène qu'on croit surprendre, avec tout ce que cela implique de fabrication et de mise en scène. Le chapeau de Tulpe ne complète pas seulement son costume, il l'isole hiérarchiquement de tous les autres personnages. Au XVIIe siècle, garder son couvre-chef dans une pièce fermée était un marqueur social réservé aux hommes de haut rang. Une analyse infrarouge a montré qu'un autre homme, Franz von Lunen, debout tout en haut de la composition, portait lui aussi un chapeau dans une version antérieure du tableau. Rembrandt l'a effacé, ne laissant qu'une ombre légère au-dessus de sa tête. Certains historiens y voient une exigence de Tulpe lui-même, soucieux de rester le seul détenteur visible de ce symbole d'autorité. Même la hiérarchie du pouvoir, ici, semble avoir été retouchée. Et puis, il y a l'homme sur la table. Il avait un nom, Adrien Adrienson, surnommé Harry Skint, 28 ans, un voleur récidiviste, exécuté ce jour-là même pour avoir arraché un manteau avec violence. Quelques heures seulement séparaient probablement l'exécution de l'ouverture du corps. Pour beaucoup d'historiens, cette exposition posthume prolongeait la peine bien au-delà du dernier souffle. Dans la Hollande protestante de l'époque, être disséqué après l'exécution n'était pas un détail anecdotique, mais une négation du repos du corps. Kint n'a pas seulement perdu la vie ce jour-là. Il a peut-être perdu jusqu'au droit d'y reposer en paix. L'écart social entre l'homme sur la table et les hommes qui l'entourent est vertigineux. Tulpe n'était pas seulement médecin. Il cumulait la médecine, la magistrature et le pouvoir municipal, et deviendrait plus tard bourgmestre d'Amsterdam à 4 reprises. Les 7 membres de la guilde qui l'entourent avaient payé, chacun, pour figurer sur cette toile, certains davantage que d'autres selon leur rang. Kint, lui, n'a rien payé et n'a rien choisi. Il est le seul personnage de la composition qui n'a jamais consenti à y figurer. La diagonale du corps introduit également une référence religieuse inattendue. La posture de Kint, la peau blanchie, la tête légèrement rejetée en arrière, évoque par sa diagonale et son raccourci certaines images du Christ mort, notamment celle peinte par Andrea Mantegna un siècle plus tôt. C'est une posture associée à l'un des corps les plus sacrés de la tradition occidentale, appliquée ici à un criminel exécuté. La dissection publique restait strictement encadrée et dépendait de la mise à disposition exceptionnelle du corps d'un condamné, une fois par an, jamais davantage. C'était le seul moment légal où la médecine hollandaise pouvait ouvrir un corps humain. Ce tableau n'était donc pas un simple compte-rendu médical, c'était une démonstration de pouvoir, celui d'une élite intellectuelle et politique sur le corps d'un homme sans aucun droit. L'absence de sang et d'instruments attire souvent l'attention en premier, mais elle ne constitue pas l'anomalie centrale.
Le véritable travail matériel de la dissection, celui qu'un assistant appelé le préparateur exécutait habituellement, a été tenu hors champ. Tulpe, en prélecteur, n'aurait jamais lui-même taillé la chair. Cette absence n'est pas une erreur de représentation, c'est un choix de mise en scène, exactement comme le choix de l'avant-bras plutôt que de l'abdomen. La main disséquée est fausse. Mais de l'autre côté du corps, Rembrandt avait d'abord peint quelque chose de bien réel, avant de le recouvrir. Sous la main droite visible, calme, posée sur le drap, les radiographies menées à La Haye ont révélé une forme antérieure, irrégulière, aux contours déchiquetés. Plusieurs chercheurs l'ont interprété comme un moignon. Si cette lecture est juste, Rembrandt aurait d'abord montré la mutilation de Klimt telle qu'elle existait peut-être le jour de l'exécution, avant de la recouvrir d'une main entière, lisse, presque paisible. L'image radiographique, à elle seule, ne permet pas de reconstituer avec certitude toutes les étapes ni la raison exacte de cette modification. Mais si l'hypothèse tient, la peinture n'aurait pas seulement corrigé un détail anatomique, elle aurait rendu présentable la trace même d'une violence judiciaire. Et c'est précisément cette version nettoyée du corps qui devient le premier grand triomphe de Rembrandt à Amsterdam. C'est sur cette toile qu'il signe, pour la toute première fois, de son nom complet, abandonnant le modeste monogramme de ses années à Leyde. Cette toile ne dissimule peut-être pas seulement une blessure, elle fabrique aussi une naissance publique, celle d'un jeune peintre de 25 ans qui affirme en une seule signature avoir rejoint les plus grands maîtres de son temps. Aucun scandale, à l'époque, n'a jamais entouré cette main impossible, ni ce moignon éventuellement dissimulé. Le tableau a ensuite traversé près de 2 siècles, accroché dans la salle même de la Guilde des chirurgiens, avant d'échapper de justesse à une vente aux enchères en 1828, sauvé par une intervention royale, puis d'être caché dans des carrières souterraines pendant la Seconde Guerre mondiale pour le protéger des bombardements. Ce n'est qu'à la toute fin du XXe siècle, lors d'une restauration approfondie qui a retiré les couches de vernis jauni accumulées pendant des générations, que la feuille de papier tenue par Hartmannsson a pu être examinée d'assez près pour révéler ce qu'elle dissimulait. Il aura fallu attendre des chercheurs armés de scalpels et de rayons X presque 3 siècles et demi plus tard pour ouvrir ce que la peinture avait refermé. C'est ici que les deux mains commencent à se répondre. D'un côté, une main disséquée dont l'anatomie paraît reconstruite à partir d'un savoir imprimé plutôt que d'une observation directe. De l'autre, une main intacte qui recouvrirait peut-être une mutilation réelle. Je ne peux pas affirmer que Rembrandt ait consciemment conçu cette symétrie. Mais une fois rapprochées, les deux interventions semblent raconter la même opération. Le corps de Klimt corrigé des deux côtés pour produire une image acceptable. Longtemps, cette anomalie n'a été traitée que comme une curiosité technique, reléguée en note de bas de page dans les catalogues savants. Il a fallu attendre l'écrivain allemand Winfried Georg Sebald à la toute fin du XXe siècle pour qu'une autre lecture s'impose vraiment. Dans son livre « Les anneaux de Saturne », Sebald avance une idée dérangeante. Et si l'erreur n'en était pas une ? Et si Rembrandt avait volontairement greffé une main de papier sur un corps de chair pour montrer que ces savants, si sûrs d'eux, ne regardaient en réalité jamais le corps devant eux, seulement leur propre savoir, déjà imprimé, déjà figé dans un livre. Cette lecture renverse ce sens apparent du tableau. Ce qui ressemblait à un hommage à la science devient, sous cet angle, une critique silencieuse de cette même science. Les 7 hommes autour du corps ne consultent pas la vérité, ils consultent leur certitude. Cette hypothèse trouve un écho ailleurs sur la toile. Sur la feuille de papier que tient l'un des hommes à l'arrière-plan, Hartmannsson, une analyse infrarouge a révélé qu'une esquisse liée au geste anatomique se cachait sous la liste de noms, ajoutée près d'1 siècle plus tard pour documenter l'identité des membres de la guilde. Comme ailleurs dans la toile, une première image directement liée au corps a cédé la place à une fonction officielle, plus documentaire, plus présentable. À quel moment un être humain cesse-t-il d'être une personne, avec un nom, un âge, une existence aussi brève et misérable qu'elle était, pour devenir un simple objet d'étude ? Une page dans un atlas, un instrument au service du prestige de quelqu'un d'autre. Sur la toile, Klimt n'a même plus vraiment de visage, seulement une pénombre que certains commentateurs ont rapproché de l'umbra mortis, l'ombre de la mort, ce moment où l'individualité s'efface presque complètement. Klimt est devenu un diagramme. Il n'a pas eu droit à une sépulture ordinaire, ni à un souvenir personnel transmis par les siens. Ce qui reste de lui aujourd'hui, ce n'est pas un nom gravé quelque part, mais une silhouette dans l'ombre. Un bras exposé à la lumière et peut-être une main effacée pour rendre la scène plus présentable. C'est une forme d'effacement particulièrement silencieuse. Non pas l'oubli total, mais la transformation d'un homme en illustration. Le tableau promet l'observation directe,
mais son centre anatomique vient peut-être d'un livre. Il célèbre la connaissance du corps, mais transforme le seul homme sans pouvoir de la scène en matériau anonyme. C'est cette contradiction, plus encore que l'erreur musculaire elle-même, que 4 siècles d'analyse n'ont pas refermé. Personne ne saura jamais avec certitude si cette main impossible est née d'une maladresse de jeunesse, un peintre pressé par le temps, copiant une gravure sans corriger son orientation, ou d'un geste plus délibéré, une manière de suggérer que la science elle-même, aussi éclatante soit-elle sous la lumière du tableau, restait aveugle à la chair qu'elle prétendait connaître. Alors, devant cette main, la question n'est peut-être plus de savoir si Rembrandt s'est trompé. La question est de savoir ce qu'il voulait vraiment que nous regardions. L'anatomie du cadavre ou l'aveuglement des hommes qui l'entourent.